mieux vaut ne pas avoir le vertige. Il faut suivre le directeur adjoint du site, Clément Fasquelle. Bon, alors il fallait qu'on parle, notamment suite à l'entretien que j'ai eu avec Caroline Vigneault, que moi j'ai pas encore vu, puisque j'ai tourné avec elle il y a 15 jours. Pour l'occasion pour moi de la remercier, c'est vraiment une fille super. Et dans cet entretien, on parle d'un court-métrage que j'ai commencé il y a 6 ans, et qui est toujours en cours. Et je faisais en fait l'adaptation de ce court-métrage en vidéo, au moment où j'ai fait l'interview avec elle. Le court-métrage qui s'appelait Pourquoi je ne suis pas comédien, et cette grande vidéo un peu spéciale, elle avait pour but de présenter ce double métier. Encore récemment, j'ai eu un producteur qui m'a dit « Ah, ce serait intéressant ». Apparemment, on est plusieurs à vouloir faire un métier qu'on peut pas faire parce qu'on a besoin de faire un métier alimentaire, donc c'est un peu autour de ça. C'était aussi pour moi l'occasion de montrer les reportages dans lesquels vous m'avez vu, et souvent voilà, j'ai plein de gens qui me laissent des messages là-dessus. Alors pendant le temps du tournage, j'ai un peu oublié d'arrêter d'être dépressif. Et j'ai oublié de faire des transitions. Du coup voilà, c'est chose faite. Et je vous embête pas plus longtemps. Et on commence tout de suite par le milieu. Par le début. J'ai fait une prépa qui n'était pas si terrible que ça pour moi. Mais la question c'est, que faire de cette forme quadratique? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire que la forme quadratique est négative? Contrairement à la formation du comédien, il y a un chemin qui existe quoi pour être ingénieur. Il n'y a pas besoin d'avoir fait les études d'ingénieur pour comprendre comment ça marche. Hein. Vous faites une prépa ou équivalent, et puis vous passez un concours, prenez votre meilleure école, et après vous travaillez. Voilà. Les règles du concours, elles étaient claires. Dans le métier de comédien, c'était exactement l'inverse. Bon, j'ai un travail classique, hein, donc au début, on sort de prépa, on a travaillé sur la topologie des espaces vectoriels normés. Et puis en fait on va conduire un chantier avec un tableau Excel, hein, donc on va faire plus égal. Voilà. En termes de stimulation intellectuelle, là on est sur une baignoire qui fuit quoi. Effectivement la marche elle est haute, mais il faut la descendre. Ça m'a pas stimulé plus que ça, c'est une étape en fait à accepter. Aux merveilles, tout le poids de notre tablier qui était de 5 kg, sur les 2 pylônes on a bien 2,5 kg de chaque côté. Parce que contrairement à la formation de comédien, la formation d'ingénieur, elle est toute tracée. C'est-à-dire vous faites un bac S, vous pouvez faire une prépa, vous pouvez faire un DUT, il y a des passerelles, et puis après vous passez en école d'ingénieur. Et c'est assez simple, le meilleur il va dans la première, et si vous n'êtes pas dans la première, c'est qu'il n'y a pas 1000 excuses, c'est que vous n'avez pas fait un si bon concours que ça, donc vous allez dans la deuxième. Alors, ce qui avait l'air très compliqué dans la tête des gens, pour moi c'était très simple, parce que la règle du jeu, elle était connue. Alors que dans les écoles de théâtre, et là c'est exactement l'inverse. On peut avoir l'image que c'est facile, vous pouvez aller à la fac, vous pouvez aller en école publique, notamment les conservatoires régionaux. Puis après vous avez des écoles privées, un style Grotowski et un style Actor Studio. Et jamais personne ne vous dit celle-ci est mieux que celle-là. Vous passez un casting, votre formation n'a absolument aucun intérêt. Vous pouvez même être comédien sans avoir fait d'école, en casting sauvage quoi. Où on vous caste dans la rue et on vous dit toi t'es bien et tu vas dans mon film. Et parfois quelqu'un qui ne peut pas, qui n'a pas de formation, peut être meilleur que quelqu'un qui a une formation. Ça me perd complètement. À titre d'exemple, un jour j'ai passé un casting pour être médecin. Et on me dit, non finalement le réal a préféré prendre un vrai médecin. C'est comme si vous disiez, je vais construire une maison, je vais faire un concours pour un architecte, et tous les mecs qui ont un diplôme d'architecte, finalement je vais pas les prendre. Je préfère le mec qui n'a fait aucune étude d'architecture, parce que lui finalement, il a un espèce de truc complètement pur, complètement de génie. Bon, pas plus que si vous vouliez jouer au tennis sur le talent pur, vous pourriez arriver en finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal et puis se dire tiens 5-7 et j'arrive à mettre des points partout. I, Gary Oldman, studied acting for many years to perfect my craft. And just as I, Gary Oldman, actor, would never try and join an NBA team just because I'm famous, I, Gary Oldman, would very much appreciate it if professional basketball players would stay the out of movies! You suck! Get it? You suck! You see how I did that? That's called acting. Do you feel the emotion? I can do that. You can. That's what I mean. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Quand est-ce que j'ai voulu être comédien? Paul Finnegan is the son of Paul Finnegan's father. Je connais l'ouvreuse. Alors ça c'est un peu flou. À 18 ans notamment, quand j'ai fait mes études,
J'ai fait beaucoup d'impro, j'avais été impressionné par ça, par François. Puis dans les tartines blocs, là. Cette impro-là, qui se faisait en dehors des cours, finalement me permettait de suivre mes cours parce qu'elle me prenait pas trop de temps. Quand j'ai fini mes études, je me suis dit que je ferais quelque chose de plus sérieux et j'ai fait le conservatoire. C'était 20 heures par semaine, je crois. Après 2 ans de conservatoire, là j'ai décidé d'aller voir Blanche Salan. Comment je l'ai trouvée, elle, Blanche? Elle avait eu le Masque d'Or, qui était donc la meilleure prof de théâtre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, entre parenthèses, la photo qui sert d'illustration dans le guide du comédien, c'est une photo de scène que je jouais à l'époque avec Christophe. C'est un métier dans lequel je me suis senti, moi, à l'aise, j'avais envie de développer, qui faisait sens pour moi. C'est totalement personnel et ça n'a rien d'objectif, mais je sentais que quand j'étais comédien, je gagnais de l'énergie, que dans mon autre métier, j'en gagnais pas. Le postulat de départ, c'était ça, quoi. C'était effectivement un métier qui me plaît versus un métier qui me fait manger. Un métier qui me nourrit ou un métier de passion, c'est un truc qui m'a habité mais pendant des années. Et encore aujourd'hui, c'est très clivant. Je rencontre des comédiens qui me disent bah ouais, t'as bien fait d'avoir quelque chose à côté, au moins t'as ça. Et j'ai des comédiens qui me disent mais en fait t'as jamais réussi parce que tu t'es pas consacré intégralement à 100%, à 200% sur ça. Et donc finalement, après l'idée ça a été d'en vivre. Et si on est honnête avec ça, il faut qu'on rembobine parce que ça s'est pas passé comme ça. Ça donne pas forcément envie de vous suivre. Et en fait, ce que j'ai mis dans la balance, c'est que en tant que comédien, je voyais que je n'étais pas payé. Au contraire, je payais pour faire un book, je payais pour faire une école, alors qu'en tant qu'ingénieur, évidemment, j'étais payé. Évidemment, le fait de passer de l'un à l'autre, se poser la question de mais comment je fais pour payer mon loyer, en plus de tout ce qu'on doit payer quand on est comédien, je me disais que c'était clairement pas possible. Comment peut-on faire des fondations sur ce type de sol? Comme à côté, j'avais ce métier qui me rapportait, je n'étais pas forcément orienté vers le fait de gagner de l'argent. Et pour moi, le fait de connaître une période de vache enragée, c'était naturel en fait. Enfin, en tant qu'ingénieur, quand on fait des stages, on est très rarement rémunéré. Maintenant, c'est un peu plus, mais à l'époque, on n'était pas rémunéré. Effectivement, un peu dans ce style-là. J'ai pas arc-bouté là-dessus. Spoiler alerte, pour les gens qui sont comédiens tout de suite, vous n'êtes pas du tout obligé de passer par une case de vache enragée. Vous pouvez tout de suite gagner votre vie. Et donc, finalement, j'ai commencé à travailler déjà, c'est-à-dire à assumer mes factures et mes loyers. Dans ces temps libres-là, je plaçais mon apprentissage de comédien. C'était très difficile. J'ai fini quand même par rentrer dans des agences, par prendre des castings, par avoir des petits rôles. Mais pour moi, la bascule du premier métier vers le deuxième métier était impossible. Il n'y avait même pas un rapport de 1 à 10, quoi. Et je me souviens qu'à l'époque, au conservatoire, le prof m'avait posé la question. Il m'avait dit, mais si je vous prends, qu'est-ce que vous devenez, enfin, comment vous allez faire, etc. Et justement, je lui avais dit, mais je ne sais pas si je vais payer mes factures. Et il m'a dit, mais si vous devez être comédien, tout ça, vous vous en foutrez. Enfin, et moi, ça m'avait vraiment heurté parce que je m'étais dit, mais c'est vraiment une réflexion de théâtre dans lequel moi, je me retrouve pas. J'ai beau vivre de ma passion, si après, j'ai pas d'argent pour payer mon loyer, je sais pas ce que je vais devenir. Et je trouvais sa réponse complètement con. Et en même temps, il y avait derrière ça une idée sous-jacente qui était, ouais, mais en fait, il y a peut-être un truc très gros. Parfois, il y a des trucs qui sont tellement gros qu'on les voit pas. Peut-être que ce que lui veut dire, c'est que de toute façon, c'est tellement raccroché à mon bonheur que je pourrais pas m'en passer. Je sais pas s'il a voulu dire ça, le prof en question, je suis pas forcément resté en contact avec lui. Et la question, c'était celle du bonheur. Et donc, on va parler de ça aussi. Mais aujourd'hui, par exemple, quand Caroline m'a posé la question de « Ok, alors pour toi, tu peux relayer le comédien au second plan et finalement, tu feras ça un spectacle de fin d'année », bah en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est plus possible. Et je me rends bien compte que la question de mon bonheur, dans ce stade de ma vie, elle est très importante. Et d'essayer de m'arracher à ma condition pour faire ce qui me plaît à un moment, c'est une question qui est devenue primordiale pour moi. Donc, quelque part, il n'avait pas forcément tort. Souvent, enfin, aujourd'hui, je rencontre en gros 50% de gens qui me disent « Mais t'as bien fait d'avoir autre chose à côté ». C'est-à-dire, t'as bien fait d'avoir une stabilité, un métier, quelque chose, et voilà. Et je rencontre aussi 50% de personnes qui me disent « Ouais, mais puisque tu avais cette sécurité, tu n'as pas pu t'investir à 100% dans ton métier. Et finalement, c'est un peu la cause de ton échec. » On va parler comme ça. Je trouve pas ça être dramatique que de dire c'est un échec. Aujourd'hui, je n'arrive à me développer que parce que je me fixe des objectifs. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Sinon, j'essaie de faire autre chose de différent. Et du coup, d'orienter différemment. Et mes objectifs, c'était d'être autonome en tant que comédien. Et j'y suis pas. Et si j'y suis pas,
c'est que c'est un échec. Et c'est pas grave, enfin, c'est pas grave. Si je commence à me morfondre dans cet échec-là, des échecs comme ça, j'en subis 50 par jour. Et il faut pas être dramatique, il faut regarder la situation telle qu'elle est. Aujourd'hui, je ne vis pas de ça, et c'est un échec, ok. Et qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça? J'ai trouvé un pont encore plus grand à côté de Tancarville. J'ai toujours ces deux activités en parallèle. La pub se développe un peu. Moi, je masque complètement ça parce que au travail, j'ai peur qu'on me reconnaisse en tant que comédien, parce qu'on va me dire « ouais, mais t'es illégitime ». Et donc finalement, on va me discréditer et ma carrière en sera compromise. Et sur un plateau, j'ai peur qu'on me dise « ouais, mais en fait, t'es ingénieur et t'es pas vraiment comédien » et donc de pas me... Voilà. Et donc, je cloisonne à mort. D'ailleurs, il y a une pub qui paraît, celle-ci. Concrétiser leurs rêves. C'est à peu près ce qu'on a fait, oui. La pub commence à être diffusée quand moi je suis au bureau. Et j'ai un collègue qui vient me voir en me disant « mais je t'ai vu dans la pub ». Je me dis que je peux pas me... Enfin, je me dis que je vais être... discrédité finalement par ce double métier, enfin voilà. Et du coup je décide de nier, donc je dis bah non c'est pas moi. Il me dit mais si je t'ai vu à la télé, enfin pour lui ça faisait vraiment aucun doute. Et moi je dis bah non t'as dû confondre avec quelqu'un qui me ressemble. Mais sauf qu'évidemment c'était ma tête, il m'a regardé du genre mais il est con. Et donc en tant qu'ingénieur effectivement à côté j'arrive à faire quelques petits trucs de pub, mais c'est très épisodique. Et la pub c'est la chose pour laquelle on vous sollicite le plus. Et on vous dit ah je t'ai vu dans telle pub, c'est très bien. Sauf qu'en fait, ça ne fait pas avancer le schmilblick et certains directeurs de casting vous blacklist parce que vous êtes sur de la pub. Donc c'est très compliqué de trouver son chemin là-dedans. Et depuis ce jour-là, j'ai franchement le cul entre deux chaises. Parfois je me décale sur l'une et parfois je me décale sur l'autre. Mais c'est pas si évident en fait que ça, cette impression de vivre, en fait, jamais être au bon endroit au bon moment. Je trimballe avec moi l'impression de pas savoir ce que je veux faire dans la vie. Voilà, et il y a un sentiment d'imposture de quand on est ingénieur de se dire ouais mais en fait c'est pas mon vrai métier et je suis arrivé ici par un grand bluff, ce qui n'était pas le cas, mais c'est quand même un sentiment que je traîne. Et sur un plateau, encore une fois, de pas être légitime parce que de pas être à 100% là-dessus, quoi. C'est-à-dire que moi je me souviens d'un tournage que j'ai fait qui s'arrêtait à midi. Vous connaissez ces hommes? Même lui? Regardez bien. Cette scène-là, elle a été stoppée à midi. Vous pouvez pas aller plus loin. 13h30, je reprenais pour être en réunion, pour expliquer une nouvelle réorganisation. Et en fait, en réunion, je me souviens très bien avoir pensé, mais je sais plus, je sais plus où je suis, quoi. D'être complètement perdu, y compris à 40 ans. Et dans mon métier, j'avais peur qu'on me dise, mais t'es pas vraiment ingénieur, t'es comédien. T'es un peu un fanfaron, quoi, donc de me faire discréditer par ça, quoi. Et ça peut vous paraître rigolo comme ça, mais le côté pas évident, c'est le côté je cherche ma route à 40 ans. J'ai toujours l'impression d'être un élève de 3e qui demande des conseils à sa conseillère d'orientation. Comment il faut faire pour ça, comment il faut faire pour ça. De fil en aiguille, je vais changer de poste, voilà, on prend des postes de plus en plus gros, ce qui n'est pas du tout le cas en tant que comédien. En tant que comédien, vous passez un casting et un autre. Et on se fout de savoir si vous avez réussi votre casting d'avant ou voilà. Ouais, et c'est pas parce que vous avez eu 20 minutes de temps d'écran avant, et c'est pas 20 minutes d'ailleurs, c'est plutôt entre 2 et 5, que vous aurez entre 7 et 10 minutes. Votre expérience, ça vous le trimballez avec vous en tant que comédien. Le réalisateur se fout de votre parcours. Vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. La technique, elle est faite pour être oubliée. Ce qui peut se comprendre, mais ce qui aussi fait que c'est hyper dur de se situer. C'est-à-dire que moi, en tant que comédien, de casting en casting, je ne sais pas si je progresse. Bizarrement, plus j'ai des boulots, plus le temps entre deux appels, parce que je ne suis pas appelé toutes les semaines, ni tous les mois, me semble infini et me met au désespoir. Finalement, donc, je change de boulot au pont de Tancarville et au pont de Normandie, et là, je me rends compte que des reportages, il n'y a que ça. Alors là, vous vous dites, ouais, il exagère, etc. À titre de rappel, les ponts qui s'écroulent entre le pont de Morandi en Italie, le pont de Mirepoix en France, la passerelle de Miami, le pont suspendu au Mexique qui s'est écroulé, le pont en construction en Colombie qui s'écroule, le pont qui s'effondre à Pittsburgh. Sur ces dernières années, régulièrement, vous avez un pont qui s'écroule. Alors une question à présent, comment sont surveillées nos infrastructures en France? Et régulièrement, les médias se posent la question de qu'est-ce qui se passe en France, d'où une certaine commission parlementaire qui a eu lieu maintenant il y a 3-4 ans pour connaître l'état des ponts en France. Voici un autre défi. Les ponts. Le vent. Le vent capable de tordre ces masses de béton et d'acier. Et cela peut aller jusqu'à la rupture. Et du coup, dans ces cas-là, on interroge un peu les grands ponts en France. Je m'occupe de 2 d'entre eux, donc forcément, ça revient vite chez moi. Alors, question à 100 balles, qu'est-ce que ça fait de se voir devant la télé? Effectivement, c'est une fierté
Exceptionnel. Réponse, rien, je n'ai pas la télé et j'ai découvert ces images en les dérochant dans la vidéo pour vous. Tout à fait normal. Anecdote croustillante, est-ce que c'est dur de faire une interview de journaliste? Oui, parce que quand vous dites un pont, ça ne s'écroule pas, et ben votre monteur, le journaliste, il peut vous faire dire un pont s'écroule. C'est hyper compliqué de répondre aux questions parce que les journalistes veulent souvent de la sensation, pour pas dire du sensationnel. Elle peut se révéler fatale. Vous avez la question franche et directe, et là vous voyez la tarte à la crème et vous dites je vais l'éviter. Mais vous avez aussi la question un peu en creux qui vous amène à répondre ça, et voilà, il faut essayer de l'éviter aussi. Enfin, il y a assez peu de place pour la nuance, quoi. Les journalistes vous relancent toujours sur la même question. Qu'est-ce qui ferait tomber le pont? Clairement, la question qu'on m'a posée pour un reportage comme celui-ci, c'est est-ce que le pont peut s'effondrer? 7% représenterait même un risque d'effondrement. Nous sommes allés ce matin suivre les opérations de surveillance du pont de Tancarville. On suit les mouvements du pont en temps réel. Ça permet de savoir si les mouvements sont conformes à ce qu'on attendait ou pas. Un pont, c'est un élément dynamique qui va répondre aux sollicitations du vent, de la neige, du froid, des cycles de gel-dégel. Par contre, j'ai toujours un petit SMS gentil de quelqu'un de la profession, voilà. Mais il faut bien vous dire aussi que quand vous voulez être acteur et jouer la comédie et qu'on vous félicite parce que vous êtes dans un documentaire, bah c'est un peu compliqué, quoi. C'est quand même le signe, entre guillemets, que vous avez raté votre vie. C'est pas une raison pour vous laisser aller et ressembler à une larve. Ne soyons pas trop dramatiques ici, je n'ai pas raté toute ma vie comme je l'ai précisé à Caroline. Je travaille, j'ai des objectifs, je les ai loupés. Oh. C'est pas faire injure que de dire ça, voilà. Bon, on passe au moment que vous attendez tous, Jamy 20 ans avant, 20 ans après, qui redécouvre le pont. Et on n'est pas loin de l'Alzheimer. Pense à faire vérifier, Jamy. Ah bah pour savoir, faudrait voir un pont. Je crois qu'il y a un dépôt du côté de l'embouchure de la Seine, on y va. Marcel. Plus de 2 km de long, 24 mètres de large. Inauguration demain d'un autre pont. En face de Tancarville. Pour la réalisation du pont d'Honfleur. Le pont est achevé après 7 ans de construction et 10 millions d'heures de travail. Le pont de Normandie devient le plus grand pont à haubans du monde. Symbole de l'excellence à la française. Ça fait partie des ouvrages qui sont complexes. Pulvérisant tous les records. T'as vu ce que j'ai trouvé sous le pont de Tancarville? Autrement appelé pont suspendu. Et là, c'est la foire. Je suis le jardinier, moi le plombier, le mécano et le livreur de burritos. Tous les corps de métier, tous les corps de métier sont réunis pour te faire. Bienvenue. Premier ouvrage construit après la guerre pour désenclaver le territoire du Havre. Avec lui, nous allons escalader le pont, ces énormes câbles. Il va s'allonger de 60 cm quasiment. Il est impressionnant vu d'ici. Plus grand pont à haubans du monde. Une fois là-haut. On a une vue absolument superbe. Bon alors attention aux oreilles, là j'ai baissé un peu le son mais ça arrache. Sur l'un des horizons bon par contre c'est vieille école. Il n'y a que moi qui suis choqué parce que personne ne porte un casque ici. Tomber, d'accord, mais se cogner, putain ça fait mal. Il n'est pas attaché. Le fameux montage en basket encadré par la norme EN 1004-3-. Croyez-moi les gars, ça fait un bruit de sourd. Et les bouchons d'oreille, bon bah voilà. D'ailleurs, je pense qu'il est fini sourd. Bon là, c'est le fameux A3 dans 50 cm², sans harnais. Qu'est-ce qui reste dans le bateau? Et là, on a des vulgarisateurs. Il en faut un petit peu. C'est un peu votre métier, ça. Ma grand-mère vient d'inventer le pont à arche unique. Des plans en hélicoptère qui coûtent un bras. À la frontière, mais en 1994... Mais là, vous le répétez plusieurs fois. À plus de 200 mètres de hauteur. Des plans en drone qui sont beaucoup plus économiques. Et il y a un vrai délire des mecs qui pilotent le drone à les faire tourner comme ça. Que nous, ça nous rend malade. Hein. Dans les ponts à haubans, eh bien, les câbles vont directement du tablier où ils sont ancrés, directement sur le pilote. Et ça a un grand avantage. Les efforts sont uniquement des efforts internes. Il n'y a plus d'efforts exercés sur le terrain. Vous avez des maquettes et honnêtement, c'est ce que je préfère. Retenir entre les deux rives. Je sais pas, moi, vous me demandez pas mon avis, mais je vous le donne. Il n'y a pas besoin d'avoir son bac pour comprendre comment ça marche. Et le pont rétréci. Le tablier du pont, 1400 mètres. C'est l'ancêtre du pont. La construction de l'ensemble commence de manière spectaculaire. Des moustaches des années 80 et des politiciens, voilà. Le plus long pont à haubans du monde est inauguré par Édouard Balladur, Premier ministre. Jacques Chirac vient poser la première pierre et donner le top départ d'un chantier gigantesque. Et Michel vire le jeu.
Le grand saut est arrivé en fait avec les ingénieurs chinois. Prix Yapsé en 83, la Légion d'honneur, mais ça, Francky Vincent l'a eu, alors ça discrédite un peu. Prix d'excellence internationale en ingénierie structurelle en 2003. Les plus grands ingénieurs au monde en matière de réalisation de ponts. Et voilà comment Michel a tué le game. La vidéo est presque terminée, bravo à ceux qui sont arrivés jusque-là. On a fait le tour le plus rapidement possible pour que vous puissiez voir l'ampleur des dégâts en un minimum de temps. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et si vous avez des questions en plus, est-ce que Jamy est sympa, mais où est Fred? Eh ben n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et puis on fera une vidéo spéciale. Alors, quelle conclusion en tirer? Moi, j'ai mis 3 ou 4 semaines à écrire cette vidéo. Encore une fois, avant Caroline, et puis Caroline après m'a poussé. Et pendant tout ce temps, j'ai cherché une conclusion. J'avais compris que, effectivement, l'objet de la vidéo, c'était de faire un point sur la situation et aussi de présenter le métier entre eux, les différences avec le métier d'ingénieur. Et ce qui est complètement dingue, moi, aujourd'hui, après 20 ans de métier, c'est que je sais pas où est la porte d'entrée. Il y a combien de métiers où pour postuler sur un long métrage, personne ne sait comment on fait. C'est un truc de dingue, ça. C'est bouché chez Archibouché, c'est-à-dire qu'à peine vous envoyez une candidature à un agent, vous recevez une réponse automatique, bonjour, nous ne prenons personne. Par exemple, pour le dernier, si j'avais voulu tourner dedans, j'aurais jamais pu postuler. Il faut comprendre que même si j'avais fini par rencontrer la directrice de casting ou le directeur de casting, alors que quand moi je postule pour n'importe quel boulot d'ingénieur, la DRH me rappelle dans 80% des cas, et on n'aurait même pas accepté de me voir puisque c'était même pas la volonté. Le métier est complètement cloisonné et on ne sait pas comment décloisonner. Comme je suis perdu, en fait on tente tout. Moi je suis dépendant un peu du désir des autres, c'est-à-dire que les acteurs, tant qu'il n'y a pas des mecs qui ont envie de te mettre dans leur film, t'es un peu tout seul chez toi. C'est-à-dire que moi j'aimerais être comédien, donc pour être comédien, je commence à écrire un long métrage. Certes on apprend des choses, mais en fait un long métrage c'est minimum 1 an d'écriture et de réécriture. Donc en fait pendant 1 an vous n'êtes plus comédien, vous êtes que écrivain et surtout pour avoir les subventions à la fin c'est très compliqué. C'est possible mais ça n'a pas marché. J'ai commencé du coup à écrire des courts-métrages qui ont retenu l'attention et on m'a demandé une 2e réécriture, puis une 3e et une énième. Voilà, et donc là, dans cette période-là, ma spécialité, c'était monter des dossiers administratifs pour aller en commission afin d'avoir une première aide qui déclencherait ensuite, notamment du pôle image, qui déclencherait ensuite la 2e aide du CNC. Et alors là, quand vous avez monté le dossier administratif, vous changez en super commercial. Je parlerai de la pluie, du beau temps. Oui, très bien, c'est très bien ça. Oui. Et aussitôt après, vous lancez quelque chose comme du moment qu'on a la santé. Vous vous présentez, essayez de rencontrer des gens, expliquer votre projet. Et puis là, la dernière marche que j'ai faite, qui était donc celle de me lancer sur Internet. C'est encore autre chose, il y a toujours la composante du métier de comédien, il y a toujours la composante d'écrire. Il y a maintenant la composante de réaliser et de monter ses films, c'est clairement celle qui me prend le plus de temps. Mais il y a maintenant la composante de savoir comment marche le réseau social. Et donc vous vous retrouvez à essayer de trouver des bons mots-clés, des bons horaires de diffusion, à faire des formats qui sont différents selon le contenu, selon TikTok, selon Facebook, selon Instagram. Et tout ce truc est complètement labyrinthique. Et encore une fois, je suis pas le seul. Et ça, je sais pas comment ça s'entretient, comment... C'est-à-dire que j'ai vu combien de comédiens finalement devenir prof de théâtre ou coach en entreprise parce qu'à un moment il fallait bouffer et l'option s'est finalement affermie et c'est devenu le métier principal. Et je vous passe tout ce business d'exploitation du rêve autour du métier de comédien. Vous avez des gens qui vous proposent de faire des castings privés, qui vous les font payer, des journées de rencontres avec des directeurs de casting ou des réalisateurs connus. Alors évidemment, quand le nom sort, tout le monde s'inscrit, ça coûte 300 ou 500 balles. Le mec vous rappellera jamais. Et en fait, ce truc-là, c'est clairement une espèce de miroir aux alouettes. C'est-à-dire que certes, vous allez rencontrer potentiellement un réalisateur connu, un directeur de casting connu, mais jamais il va se souvenir de vous et jamais il vous appellera parce qu'il vous a vu dans une soirée. Donc, petit message aussi de prévention à mes amis comédiens qui débutent peut-être dans le métier, ne payez pas pour ça. Il faut fourmiller là-dedans, il faut arriver à trouver son chemin, mais en plus, il y a une espèce d'ombre intellectuelle qui est de se dire mais moi, je me fais complètement exploiter là-dedans. Enfin, je suis le dindon de la farce, quoi. Et je sais que certains n'en sont pas revenus. Il y a la volonté de ne pas se faire broyer, mais il y a aussi la volonté de trouver un chemin, et le chemin, il est impossible, enfin, il est hyper dur à trouver, quoi. Pour moi, c'est le seul métier que je connaisse. Tu dis bonjour, je voudrais travailler. Et le mec te dit bah ouais, nous aussi, mais en fait on sait pas comment on fait. Il y a des jeux auxquels vous pouvez pas jouer, quoi. Que moi par exemple en tant que comédien, je ne peux pas rentrer sur certains films et je rentrerai jamais sur certains films. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on pourrait envisager de conclure.
quelle conclusion. Et je pense que si le film avait été subventionné par le CNC, on m'aurait demandé une note d'intention. Et j'aurais pas su la donner. Finalement, cette histoire, c'est pas l'histoire d'un mec qui travaille et qui va y arriver. Ça, c'est un peu comme Rocky, quoi. C'est pas l'histoire d'un loser, d'un mec qui travaille et qui y arrive pas. C'est l'histoire d'un mec qui travaille et qui en chie. Alors, essayons d'être positifs. On a encore le temps de voir venir. Et faisons de cette absence de conclusion cinématographique une conclusion plus générale, un point de départ, genre une expérience sociale mais grandeur réelle. Le mec bosse et essayons de voir jusqu'où le mec va galérer. Moi j'ai démarré ces vidéos pour ça, elles commencent à être nombreuses et puis certaines ont été vues plus que ce que j'aurais jamais imaginé, parce que j'écrivais beaucoup avant mais je filmais rien. Et ça c'est une erreur que j'ai faite. Si je peux vous épargner de la faire, il vaut mieux une mauvaise vidéo qui est filmée qu'une très bonne vidéo qui sera jamais filmée. Finalement, est-ce que toute cette série, ce serait pas une expérience sociale grandeur nature du style est-ce que si on veut, on peut? À cet instant, il pensa voilà, c'est la fin de cette partie-là de l'histoire. La fin de cette vie-là. Et ben rendez-vous dans une semaine pour une prochaine vidéo.